Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision qui sont nos partenaires, les Indes radios, 130 radios territoriales réparties dans toute la France qui sont nos partenaires également, et avec TV5 Monde, 3 parties dans cette émission, vous le savez, le JT des territoires dans un instant que je vais vous présenter, et puis après la météo, ce sera l'invité politique de Territoire d'Info en direct sur ce plateau ce matin, c'est Nicolas Bay, le député européen du Rassemblement National qui est notre invité. Enfin, troisième partie de l'émission avec l'actualité politique et parlementaire. Tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. On commence avec l'inquiétude des assistantes maternelles dans ce journal. Pour la première fois, des syndicats d'assistantes maternelles et des Gilets roses étaient dans la rue ce week-end à Nantes. Inquiètes pour leur avenir, leur mot d'ordre, dénoncer la prochaine réforme du cumul emploi-chômage. Elles craignent principalement une réduction de leurs allocations lors des baisses d'activité. Adrien Godet de Télé Nantes était avec elles ce week-end. Brigitte Guimard est assistante maternelle depuis 15 ans à Grand-Champ-des-Fontaines, un métier qu'exerce Alice Beaurepaire depuis 4 ans à Saint-Nazaire. Mais que ce soit en ville ou à la campagne, les témoignages sont similaires, des journées à rallonge et une grande précarité. Par jour, donc en temps effectif de travail vraiment d'accueil, c'est 10 heures, mais je suis plus à 13-14 heures en comptant le ménage, les préparations de repas, etc. Actuellement, je gagne entre 1600 et 1700 euros. En septembre, j'ai 3 enfants qui vont partir à l'école, il me restera un temps partiel. Donc mes revenus, il faut absolument que je trouve d'autres contrats, sinon j'ai pratiquement plus de revenus, quoi. On n'a pas toutes les mêmes horaires et on n'a pas toutes les mêmes temps de travail. Et même sur une assistante maternelle, ça peut varier énormément d'un mois sur l'autre. Actuellement, en cas de baisse d'activité, Pôle emploi prend en charge la moitié environ du salaire perdu. Les assistantes maternelles craignent que la réforme du cumul emploi-chômage fasse chuter cette compensation. Si je me retrouve avec un salaire qui est diminué par 3, je ne sais pas comment je vais continuer à vivre, et donc je pense qu'il va falloir peut-être que je trouve un autre emploi en fait. La plupart des assistantes maternelles vont arrêter ce travail. On ne peut pas continuer à travailler 50 heures par semaine pour 300 ou 400 euros, c'est pas possible. Je ne sais pas comment vont faire les parents, en fait les parents vont devoir arrêter de travailler s'il n'y a plus d'assistantes maternelles, parce que les places en crèche, il n'y en a pas beaucoup. Le département de la Loire-Atlantique recense 13 500 assistantes maternelles, un nombre qui a chuté depuis l'année dernière selon les syndicats et qui promettent de nouveaux rassemblements si les négociations avec l'UNEDIC et le MEDEF n'aboutissent pas. Et cela fait 12 semaines que cela dure. Les samedis se suivent et se ressemblent un peu partout en France. Des gilets jaunes et des journées noires pour les commerces. Un supermarché de Forbach en Moselle tire un sombre bilan de cette crise sociale qui perdure. Totalement bloqué à 13 reprises, l'hypermarché enregistre des pertes importantes. Déjà 650 heures de chômage partiel pour ses 350 employés. Les explications de Fanny Bragard pour Via Mirabel, la chaîne partenaire. Des rayons déserts, des lignes de caisse vides et un chiffre d'affaires en berne, c'est le sombre tableau qui se joue depuis le 17 novembre au Cora de Forbach. La crise des gilets jaunes, qui secoue le pays depuis plus de 2 mois, a porté un coup d'arrêt à l'activité de cet hypermarché de 9000 m². Déjà pour venir, c'était embêtant, on était bloqués, on n'arrivait pas à accéder au parking, on était des fois garés aux alentours, on venait à pied. C'était embêtant. Et puis au niveau des clients, il n'y avait personne. On était là et puis personne. 13 jours de blocage complet, de nombreux autres de filtrage, la révolte des ronds-points a ici de lourdes conséquences. C'est une catastrophe. Les clients, alors la catastrophe économique pure, c'est que du 17 novembre au 31 décembre, on a fait une perte d'activité de 27%. Donc sur le mois de décembre, c'est monstrueux. Décembre, il faut savoir que c'est un mois qui compte double dans une activité économique telle que la nôtre, en alimentaire, en non alimentaire, en cadeaux, en jouets, en high-tech. Le mouvement des Gilets jaunes pèse sur l'activité économique, mais aussi sur l'emploi. Cette crise sociale qui s'enlise a déjà coûté aux salariés 650 heures de chômage partiel. Mais ce sont les risques psychosociaux qui pèsent sur ces 350 employés qui inquiètent le directeur. Nos salariés avaient peur de venir travailler. Les salariés qui faisaient travailler en pleurant, les hôtesses de caisse qui se posaient la question, ils se faisaient insulter. Donc à un moment,
Je comprends le mouvement des Gilets jaunes. Par contre, je ne peux pas comprendre le blocage total de l'activité. Il est dommage qu'on soit au XXIe siècle et qu'on ait peur de venir faire ses courses dans un magasin. Mais là, les gens ont peur. Une crainte d'autant plus grande que les Gilets jaunes de Moselle-Est ont prévu une nouvelle journée d'action mardi 5 février avec un rassemblement fixé à 13h devant le Korat Forbach. On passe maintenant au scandale sanitaire du fipronil. C'était il y a 1 an dans toute l'Europe. Des œufs ont été contaminés au fipronil, un insecticide toxique et interdit, introduit frauduleusement aux Pays-Bas dans des élevages. Un éleveur de Saint-Tricas, près de Calais, est officiellement le seul agriculteur touché par ce scandale. Il avait acheté à son insu un lot de poules contaminées en Belgique qui a contaminé tout son élevage. Il est aujourd'hui en grande difficulté économique et Caroline Fichten de Weo, notre télévision partenaire dans le Nord, est allée à sa rencontre. Donc voilà, c'est un élevage où il y avait 60 000 poules ici. L'exploitation que nous présente Pascal Butet est vide depuis 18 mois suite à une contamination au fipronil. 18 mois que cet éleveur de poules pondeuses est sans travail et sans ressources. Nettoyée 11 fois, la structure continue malgré tout de présenter des traces de contamination, ce qui empêche le redémarrage de l'activité. En Belgique, toutes les exploitations ayant connu le même problème ont repris. Les Belges ont réussi à reprendre, alors... Pourquoi? Est-ce que le ministère belge ou hollandais a des différences, disons, d'interprétation des normes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis le seul en France et on ne m'autorise pas à reprendre, en tout cas. Donc on m'interdit de reprendre, en tout cas. Parce qu'il est le seul Français dans cette situation, les agriculteurs du Pas-de-Calais ont décidé de se mobiliser devant la sous-préfecture de Calais pour tenter de faire avancer le dossier. Pascal Butet a déjà été reçu en préfecture, en sous-préfecture, a multiplié les courriers, mais sa situation est au point mort. Il n'y a qu'un seul éleveur en Europe qui ne peut plus tourner, c'est Pascal Butet, qui doit rembourser toutes ses échéances de prêt et qui est bientôt en faillite, quoi. Ici, on ne tolère pas que le ministère de l'Agriculture oublie un de ses agriculteurs sur l'autel de l'Europe. On exige que Pascal soit traité comme ses homologues européens et qu'il puisse remettre en route son activité agricole. Les opérations de nettoyage, environ 60 000 € ont été payées par l'État et l'agriculteur a aussi reçu une avance de 105 000 €, mais qu'il doit rembourser. Il n'a pour l'instant aucune certitude que son exploitation pourra un jour à nouveau fonctionner. Un nouveau rendez-vous est pris pour la fin du mois de janvier pour faire un point de situation et transmettre au ministère de l'Agriculture. Cette question, de nombreuses régions se la posent. Quelle infrastructure pour le futur? Nous prenons la direction maintenant de la Bretagne avec l'avenir incertain de la ligne TER Morlaix-Roscoff. C'était la ligne de fret la plus rentable en France jusqu'aux années 80. Après une étude lancée par la région, son avenir pose question. Grands travaux en perspective et beaucoup d'argent à dépenser. Un reportage de Sophie Lecroisier pour la chaîne TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Une ligne TER à l'abandon. Depuis le 3 juin dernier, aucun train ne circule entre Morlaix et Roscoff. Les fortes pluies ont précipité l'interruption de la ligne, dont l'avenir était déjà incertain. Selon SNCF Réseau, la rénovation complète des 25 km de voies coûterait 40 millions d'euros. Un coût 2 fois plus élevé que celui observé sur les autres lignes rénovées. Pour l'heure, aucun financeur ne s'est engagé et c'est bien cette frilosité qui inquiète les usagers de la ligne. Mon sentiment, je ne sais pas lire dans une boule de cristal. Par contre, ce que je sais, c'est que si on loupe, j'allais dire, cette décision de rénover la ligne, on va se couper donc des métropoles. La fracture territoriale va être encore plus importante. Et en ces temps de fièvre jaune, à mon avis, il vaut mieux bien considérer la chose. Si pour certains, la question de la rénovation ne se pose pas, avec un potentiel de 200 000 usagers en moyenne par an sur la ligne, pour d'autres, il faut avancer avec prudence. Une étude socio-économique sur l'avenir de la ligne a été menée pendant 10 mois. Elle révèle l'usage touristique de la ligne Morlaix-Roscoff, mais peu de déplacements domicile-travail. On ne peut pas imaginer dépenser plus de 40 millions d'euros simplement pour maintenir une structure ferroviaire qui est là pour le touriste uniquement. Non, je crois que c'est pas raisonnable. Par contre, on peut la faire évoluer pour que le touriste aussi en profite à sa façon sur des modes de déplacement nouveaux et qui permettraient en tous les cas de découvrir notre région de manière sécurisée et originale. Depuis l'arrêt du passage du train, la région Bretagne a mis en place une liaison de bus. 6 allers-retours par jour contre 2 au temps du TER.
Concernant l'avenir de la ligne, elle espère un retour de l'État et de SNCF Réseau avant l'été, car elle ne pourra pas financer seule les travaux. La réforme du ferroviaire lancée par l'État ne prévoit pas d'investissement pour les lignes de maillage du territoire. Vous le savez, on les aime, c'est une des professions les plus populaires de France. Et dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers sont souvent mis à la rude épreuve. 140 000 interventions, c'est le nombre d'interventions réalisées chaque année. Pour les aider à être toujours plus performants, le département a offert 18 nouveaux véhicules à différents centres de secours. Sacha Sassanda pour Provence Azur TV, notre partenaire, était avec eux. Regardez. Camions citernes, fourgons ou encore véhicules tout-terrain. Au total, 18 clés ont été remises aux chefs des différents centres de secours de la région sud à Salon de Provence. Un renouvellement des véhicules des sapeurs-pompiers prévu dans le plan d'investissement de 100 millions d'euros sur 10 ans du département des Bouches-du-Rhône. C'est important de pouvoir maîtriser et de pouvoir faire en sorte que nos populations soient tout en sécurité avec les biens et bien sûr les personnes. Le matériel chez les pompiers évolue très rapidement, donc il était nécessaire et beaucoup arrivé en fin de vie, et aussi au niveau de la sécurité c'était important de pouvoir permettre aux hommes et femmes qui sont à l'intérieur et qui partent en intervention d'être un peu plus en sécurité. Parmi les engins remis aux sapeurs-pompiers, des véhicules légers tout-terrain, ils bénéficient d'un dispositif unique en France, l'autoprotection. Il était intéressant de développer un concept où on puisse avoir une autoprotection de ces véhicules légers parce qu'ils sont en fragilité lorsqu'ils sont seuls. Avec un intérêt aussi de faire quelque chose d'amovible parce que l'hiver, on peut les utiliser à d'autres profils d'intervention, inondation, reconnaissance avec des tronçonneuses, etc. Donc c'est un véhicule qui devient polyvalent du chef de groupe. La caserne de Marignane, présente ce jour-là, repartira avec ce véhicule qui a pour mission de lutter contre les feux urbains. On arrive avec du matériel à peu près 20 kg sur le dos et la tenue de feu, ergonomiquement et en termes de sécurité, c'est beaucoup plus intéressant pour nous que les anciens modèles. Ces hommes du feu ont également reçu un second véhicule. Un camion citerne feu de forêt 13 000 litres. C'est un véhicule spécifique à la lutte des feux de forêt que nous avons chaque été, que nous connaissons bien. La plus-value pour nous, ça va être des véhicules qui, c'est que l'équipement en termes de sécurité est beaucoup plus intéressant. Et bien sûr, ce qui nous permettra pour nous d'être de plus performants sur le terrain. En plus des camions, 200 pompiers vont être recrutés pour renforcer les équipes du département. 8 centres de secours seront également rénovés et 2 casernes créées d'ici 2020. Voilà, on poursuit ce journal avec les unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. À tout de suite. Bonjour Saveria, à la une du Parisien ce matin, Gérald Darmanin qui reste au gouvernement, hein, ça y est. Il a entretenu le mystère pendant quelques jours. Finalement, le ministre de l'Action et des Comptes Publics reste au gouvernement. Je continue au gouvernement, déclare Gérald Darmanin dans une interview donc ce matin au Parisien. En revanche, il sera bien candidat au municipal à Tourcoing, sa ville natale, l'année prochaine. Et puis on le voit, la une du Parisien comment se faire embaucher cette année. On en parle avec Jean-Louis Picot. Dans un instant, ça nous intéresse tous. À la une des dernières nouvelles d'Alsace, les DNA, comme on les appelle, le référendum. La piste du référendum, c'est l'hypothèse de plus en plus probable pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Selon des proches du chef de l'État, Emmanuel Macron serait prêt à convoquer un référendum le jour même des élections européennes, le 26 mai. Les questions proposées aux Français pourraient être issues du grand débat national. Emmanuel Macron en est convaincu. Son quinquennat ne sera lancé que si son grand débat se traduit par une réponse politique forte et rapide. Il ne peut pas y avoir d'arnaque, sinon on s'en va, lâche un ministre macroniste. La question sera tranchée d'ici une dizaine de jours. Oui, après, savoir comment se faire embaucher, ça nous sert aussi. À quoi sert l'argent de nos impôts, Saveria? Ce matin, c'est à la une de la presse de la Manche. À quoi sert l'argent de nos impôts? Comment est dépensé l'argent public? Qui fait quoi? Et avec quel argent? Explication sur les principales dépenses de l'État, de la région Normandie et du département. Alors que bien sûr, le ras-le-bol fiscal est une des principales revendications des Gilets jaunes, à lire ce matin donc dans la presse de la Manche. Et puis nos ordures sont à la une du Courrier Picard, rédacteur en chef Michael Tassard ce matin. Des ordures taxées au poids. La tarification incitative se développe en Picardie. Objectif, intégrer la logique du pollueur-payeur. En clair, plus on dépose de déchets, plus on va payer de taxes. Prévu dans la loi de transition énergétique, la tarification incitative, avec une part variable, est appelée à se développer. Trier mieux
et jeter moins. C'est le but de cette mesure et ça marche. Là où elle est en vigueur, le poids des ordures ménagères a chuté. Voilà, est formidable. Marseille vise la Lune. C'est comme pour nous, au fond. Marseille qui regarde les étoiles, la ville est devenue une place incontournable de l'astrophysique mondiale avec une centaine de chercheurs et surtout des entreprises high-tech. Ça phosphore à Marseille, dossier spécial à lire ce matin dans la Provence. Merci Savery, on vous retrouve en troisième partie pour l'actualité parlementaire. On passe au Club de la Presse dans un instant. Christophe Gauthier, Jean-Louis Picot, à tout de suite. Bonjour Christophe Gauthier, merci d'être sur ce plateau ce matin. Vous êtes rédacteur en chef de VSD, bonjour, et éditorialiste à 100% Radio. C'est une radio partenaire de notre émission à travers les Indes radios, c'est 130 radios territoriales. Merci d'être là ce matin. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Et bonjour Jean-Louis Picot, rédacteur en chef du supplément Écho du Parisien. Alors justement, je le disais il y a un instant, grâce à vous, on va se faire embaucher puisque à en lire le numéro donc spécial, j'allais dire, c'est 20 pages je crois, à l'intérieur du Parisien aujourd'hui. 20 pages dans le Parisien et 20 pages dans Aujourd'hui en France pour vos téléspectateurs en région. En région. Qui auront des éléments sur leur région respective et puis sur le parisien.fr également, bien sûr. Alors, ce qui étonne le plus quand on lit donc ce supplément Écho que vous avez préparé, que vos équipes d'ailleurs mettent du temps à préparer, c'est une grosse opération, je crois. C'est plusieurs semaines, enfin on est dessus depuis le mois de novembre. C'est qu'au fond, il y a plein de jobs à prendre. Énormément de jobs dans tous les domaines, sur tous les secteurs, et autant pour les gens qui ne sont pas qualifiés, comme les gens qui sortent des écoles d'ingénieurs, par exemple. Avec ce paradoxe, bien sûr, qu'on peut s'interroger sur le fait que le chômage ne baisse pas beaucoup. On voit la carte de France derrière vous de tous ces jobs. Voilà, des offres partout, dans tous les métiers, c'est vrai. Et quand on regarde donc les chiffres du chômage, même si le taux de chômage, on le dit là sur cette carte justement, baisse dans toutes les régions, dans les 13 régions françaises. Cependant, c'est vrai qu'on peut s'étonner de ce que le chômage ne baisse pas plus vite. Alors ce qu'il faut voir, c'est que d'une part, il y a bien sûr des réductions d'emplois dans certaines entreprises, bien sûr. Il y a les fameux métiers en tension dont on parle toujours, l'hôtellerie, restauration, le bâtiment. On appelle les métiers en tension, c'est-à-dire que là, on cherche des gens et on n'a pas la qualification en face. Exactement, l'offre, la qualification ou même l'envie des candidats. C'est-à-dire que l'offre, la demande et l'offre ne se rencontrent pas. Et c'est pas une question de qualification, c'est une question pas une question de qualification parce que vous avez des secteurs comme je citais l'hôtellerie-restauration où vous pouvez très bien rentrer sans qualification. Ce qui est intéressant et c'est l'un des arguments parce que je pense que c'est l'autre partie du problème. Un problème c'est la formation, peut-être on en reparlera. Et l'autre partie, c'est l'information. Ce sont des professions qui, c'est vrai, sont parfois pénibles, pas forcément toujours bien payées, quoique, je parlais des travaux publics, par exemple, vous démarrez à 20% au-dessus du SMIC, il faut le signaler. Et l'hôtellerie-restauration, c'est une branche où vous pouvez évoluer très très vite, prendre des responsabilités. Et c'est pas parce que vous allez commencer par faire, je sais pas, serveur en salle ou être à la plonge dans un restaurant, que si vous avez une envie, si vous êtes sérieux, si vous avez envie d'animer une équipe, assez vite, vous pouvez prendre des responsabilités. Il y a des possibilités dans ce secteur. Christophe Gauthier, en plus, il y a des professions, j'allais dire, passagères, qui aident juste à avancer dans la vie, peut-être en faire une autre après. Et là, on voit bien qu'il y a des secteurs qui ne sont pas pourvus. On a des difficultés à trouver des gens qui travaillent dedans. J'ai l'impression que le problème principal pour résoudre ce chômage, c'est évidemment la formation, mais c'est surtout une question d'attractivité. En réalité, c'est vrai qu'il y a des filières entières qui réclament de la main-d'œuvre, et en fait, elles ne le font pas savoir. C'est évidemment une question de valorisation de salaire, mais également de valorisation de métier, de profession. Et j'ai l'impression que cette information-là, elle ne circule pas bien, que les choses sont extrêmement cloisonnées, et que les gens qui sont à la recherche d'emploi ne savent pas qu'en réalité, près de chez eux, dans les régions, il y a de l'emploi à pourvoir. C'est tout à fait l'esprit de ces dossiers qui sont vraiment dans une démarche de proximité, région par région et département par département, pour dire aux gens, puisqu'on en parle beaucoup, de l'accessibilité à l'emploi, comment c'est très bien, il y a des offres, mais moi j'ai pas de voiture, ou c'est loin, l'essence coûte cher, etc. On en parle tous les jours en ce moment, depuis quelques mois maintenant. Ce qu'il faut dire justement, c'est que là on a une période charnière où y compris des secteurs qui n'avaient pas forcément une image très attractive sont en train de changer. La révolution numérique est passée par là, et donc il y a des nouveaux métiers qui arrivent. C'est vrai que
l'organisation liée au numérique fait qu'on supprime des emplois, mais par ailleurs, on en crée. Le secteur de la banque, par exemple, on a parlé beaucoup de suppression d'emplois dans les grands groupes bancaires depuis ces derniers mois, mais il y a aussi des créations. On en parle. L'industrie, bien sûr. Tous les domaines sont touchés. Le tourisme revoit ses ambitions à la hausse. Le tourisme aussi, bien sûr. La région Rhône-Alpes, ça se développe énormément. Il y a un club Med quasiment qui ouvre par an dans les Alpes. Donc déjà, à chaque fois, c'est 1 millier d'emplois. Enfin, vraiment, il y a des choses qui se passent. Alors, sur les professions les plus traditionnelles, j'ai noté, ça m'a amusé, le savon de Marseille. Bien sûr. Qui fonctionne vraiment bien, y compris à l'exportation. Incroyable. Oui, alors dans la région sud PACA, on a parlé du savon de Marseille, on parle du parfum, qui sont vraiment deux choses très traditionnelles, patrimoniales, et qui ont su justement se régénérer. Mais là aussi, il y a des choses à changer, à faire évoluer. Par exemple, ils sont en train de créer un pass saisonnier, c'est-à-dire qu'on sait que ce sont des régions et ce sont des activités qui sont souvent saisonnières à la base pour faire les récoltes. Eh bien, ils vont permettre à des gens qui font ce genre d'activité de passer d'une récolte à une autre et donc d'être employés de façon équilibrée tout au long de l'année, ce qui est une bonne chose et qui va faire baisser justement les périodes d'inactivité. On retrouvera tout à l'heure, bien sûr, comment se faire embaucher cette année. C'est dans le Parisien aujourd'hui, ce supplément de 20 pages, vraiment passionnant, qui montre qu'au fond, il y a beaucoup de jobs à pourvoir. Oui, et puis insister sur la formation, qui vient du côté des entreprises, qui proposent elles-mêmes leur propre formation, ce qui devrait là aussi être plutôt une chose positive et visible. Christophe Gauthier, le nouveau VSD, donc propriétaire Georges Gosn, j'allais dire, a un ancrage territorial fort maintenant. Dans chaque numéro mensuel, vous avez décidé de faire un sujet territorial ou deux. Oui, un ou plusieurs d'ailleurs, absolument. Donc VSD, comme vous le savez, est devenu maintenant mensuel, alors qu'il était hebdomadaire, qu'il appartenait à Prisma Media. Aujourd'hui, effectivement, c'est un journal qui est la propriété de Georges Gosn. Donc on a voulu repositionner un petit peu le titre, et en parlant des territoires, en parlant de l'excellence des territoires. Donc ça rejoint un petit peu le dossier de mon confrère du Parisien, parce que on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de richesses, qu'il y a beaucoup il y a des choses à découvrir partout, et on a ce parti pris maintenant à VSD d'essayer de parler de manière positive des territoires, de donner des solutions et de parler d'une France qui est belle, une France qui gagne, et surtout de délivrer une information. Et puis alors, toujours des belles photos. Alors il y a un merveilleux sujet, Alerte Orange, vous l'avez appelé. Oui. Il s'agit du test de ce qu'on appelle le Sargator. Oui. C'est une sorte de moissonneuse batteuse flottante capable de ramasser jusqu'à 6 tonnes de sargasses par heure. On connaît bien ce sujet ici, puisqu'on a souvent traité avec Luc Laventure du problème des sargasses. Oui, j'imagine bien. C'est un problème qui est un problème récurrent, qui est un problème très difficile pour les Antilles, notamment la Guadeloupe. Et c'est vrai que nous sommes allés récemment en Guadeloupe, parce que, comme vous le savez, le président de la République, lorsqu'il s'est rendu aux Antilles, avait promis aux ultramarins de trouver des solutions. Nicolas Hulot, juste avant de quitter son ministère, avait réitéré la même promesse. Donc on est allé voir ce que ça pouvait donner. Et on cherche des solutions, et notamment ce type d'installation qui sont des filets, parce que vous le savez, le problème des sargasses, ce sont des micro-algues qui sont d'abord qui sentent très mauvais. Alors ça sent très mauvais lorsque ça se décompose. Donc si vous voulez, ça arrive par plaques, comme sur un tapis roulant, et puis ça s'échoue sur les plages, et en séchant, ça dégage de l'ammoniac, du sulfure d'hydrogène. Autrement dit, ça sent l'œuf pourri, et donc c'est effectivement extrêmement désagréable. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir collecter les sargasses, de trouver des solutions qui sont des solutions locales. Donc là, il y a effectivement un filet qui devrait pouvoir retenir les sargasses. Ensuite, il y a une barge, une plateforme qui est une espèce de tapis roulant qui va recueillir ces algues, et puis afin qu'elles ne se décomposent pas. Alors on peut en faire plein de choses, c'est toujours pareil, on est dans l'innovation, on peut faire avec les sargasses, on peut faire du compost. Il y a une entreprise en Bretagne qui transforme les sargasses en plastique. Donc vous voyez, les sargasses, c'est à la fois une pas les manger encore. Non, on peut pas les manger, mais c'est à la fois une calamité, puis ça peut être aussi une chance et une opportunité économique et environnementale. Et rapidement, un deuxième sujet aussi intéressant, moi je l'ai appelé le rider des territoires. C'est pas votre titre, mais en fait c'est un motard qui fait ce qu'on rêverait de faire aux États-Unis. Il fait toutes les petites routes françaises et il retire de ça un périple qu'il développe sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un sujet qu'on a beaucoup aimé, cette rencontre avec ce monsieur qui se fait appeler Kit. Ancien légionnaire. Oui, c'est un ancien militaire qui a voulu se reconvertir. Et ce sujet, on l'aime beaucoup parce qu'il est à la carrefour de plein de monde. Ce monsieur, il est jeune, il était photographe, il voulait relancer sa carrière. Il a décidé de parcourir les routes de France, mais
uniquement les routes, les petites routes, les plus petites, jamais du Morvan, jamais d'autoroute, jamais de nationale, hein, c'est vraiment quasiment les chemins vicinaux. Ouais. Et donc il se met en scène, il photographie les paysages, et en fait il a eu un succès fou parce qu'il a beaucoup de followers, de gens qui le suivent sur les réseaux sociaux, et du coup les marques, les équipementiers moto lui prête casque, blouson, chaussures. Donc, ce qui fait que il valorise des marques, il valorise les territoires. Lui s'est trouvé une activité, une reconversion, et donc on aime beaucoup cette imbrication de différents mondes qui cohabitent et qui permettent à la fois de valoriser des métiers, des filières et surtout les territoires. Et avec la marque VSD, hein, c'est toujours de belles photos, pleine page ou double page. Moi, je l'ai appelé le rider des territoires, mais il est amusant, ce motard d'influence. On parlera tout à l'heure de 100% radio. Vous êtes éditorialiste sur cette radio, qui est la plus grande radio régionale du Sud. Elle est d'ailleurs dans l'Ariège, dans l'Aude, dans la Haute-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Hein. Oui, absolument. Très importante. On en reparlera tout à l'heure. Puis on reviendra avec Jean-Louis Picot aussi sur comment se faire embaucher cette année dans la deuxième partie de l'émission. On va regarder ensemble la météo des territoires ce matin. Le temps qu'il fait en France, vous allez voir, la pluie revient. Mais également, ça va vous plaire, dans les territoires français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Ça remonte les moyennes. Voilà, tout de suite avec l'invité politique, Nicolas Bay, après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un instant, c'est Nicolas Bay. Il est là, il sera en direct sur ce plateau, député européen du Rassemblement national. Il sera notre invité politique. Tout de suite avec le Zap Monde, ce que vous devez retenir de ce qui s'est passé dans le monde ces dernières heures. On se rend tout de suite au Venezuela. Vous savez que Nicolas Maduro rejette l'ultimatum européen pour une nouvelle présidentielle et qu'une marée humaine a déferlé sur Caracas contre Nicolas Maduro ce week-end. On regarde ensemble, on se retrouve après. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Tout autant que les déclarations politiques, la force des images aura été essentielle pour chaque camp ce samedi au Venezuela. Mobilisation importante donc de part et d'autre pour cette nouvelle journée de manifestation, comme ici à Caracas. Mais contrairement aux craintes, pas de violence dans les rues. Le bras de fer opposition Maduro s'est plutôt exprimé dans les discours. Je suis d'accord que nous devrions relégitimer le pouvoir législatif du pays, que nous devrions organiser des élections libres et que le peuple devrait décider d'une nouvelle Assemblée nationale. Nous ne nous attendons pas à ce que les forces armées se contentent de faire des déclarations. Nous nous attendons à ce qu'ils se lèvent massivement avec force, qu'ils respectent la Constitution, qu'ils acceptent l'aide humanitaire et qu'ils se rangent du côté du Venezuela. Même si le choix n'est jamais simple, il est une obligation qui concerne cette fois tout l'électorat salvadorien. Pas d'alcool pour ce 6e scrutin présidentiel post-guerre civile. En toute sobriété, les Salvadoriens ont donc voté ce dimanche dans un pays miné par la violence des gangs et la pauvreté. Il se peut que le taux de participation dépasse 75%, parce que je constate qu'il y a beaucoup d'enthousiasme au sein de la population à exercer son droit de vote. Nous avons vu ce mouvement. Je pense que le vote excédera les 72 à 75% des listes électorales.
Au son des cris et des klaxons, Dakar au rythme de la politique. En ce premier jour de campagne, un cortège particulier dans les rues de la capitale sénégalaise. Pour Ousmane Sonko, souvent présenté comme l'outsider de cette présidentielle, pas de meeting, mais une caravane itinérante qui a sillonné une quinzaine de quartiers. De son côté, le chef de l'État sortant, Macky Sall, a choisi de débuter sa campagne par un meeting à Mbacké, proche de Touba, la ville sainte, traditionnellement acquise au PDS et à la famille Wade. Aujourd'hui, ses avoirs pèsent 391 milliards, soit 17% de la fortune étrangère gérée en Suisse. L'arrivée de MBS, prince héritier imprévisible d'Arabie Saoudite, n'aurait fait que renforcer cette tendance. Quant à la question de savoir si l'origine des fonds qui proviennent de pays peu respectueux des droits de l'homme ne pose pas problème, la fêtière des banques genevoises est plutôt sereine. D'abord, il n'appartient pas aux banques de juger les gouvernements en place.